Vendredi 17 novembre 2023, Morandini Live numéro 1320. Bonjour et bienvenue en direct. À la une, un témoignage très fort en direct dans un instant, celui de Nathan, 18 ans. Sous le choc, il a été victime à Rouen d'une agression antisémite en pleine rue. Le lycéen a été insulté par un homme qui l'a traité de sale juif, ajoutant que la Shoah n'avait pas fini son travail. Nathan est régulièrement menacé en raison de sa religion, des croix gammées en bas de chez lui ou des pierres jetées contre sa fenêtre. Nathan vient d'apprendre que l'homme qui l'a agressé a été interpellé, mais il ne sera pas jugé. Ça fait quelques temps que ça dure et que malheureusement je commence à être un peu habitué à toutes ces choses, les messages sur internet, les remarques en classe, les remarques dans la rue. Quand je sors, je peux même pas être serein, je sors beaucoup moins. Quand je sors dans la rue, je me dis attention, mon étoile de David, je l'ai oublié une seule fois, voilà ce qui s'est passé. C'est très compliqué quand même. Voilà, et Nathan sera en direct avec nous dans un instant. Dans cette lutte contre l'antisémitisme, Patrick Bruel s'est interrogé hier soir sur France 5 sur l'absence du chef de l'État à la marche le dimanche dernier, de façon très respectueuse mais très claire. Le chanteur s'est demandé pourquoi Emmanuel Macron n'était pas là. Emmanuel Macron, il n'était pas là dimanche. Ça vous a manqué? Bien sûr. Il aurait dû venir. Ça me semble une évidence. Ça fait une semaine que je me pose la question. Je me dis pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a une raison? J'essaie de trouver toutes les raisons possibles. Et je n'en trouve aucune de recevable. Avec tout le respect que je porte à notre président, et j'ai aucun doute sur son engagement. Mais là, ça m'a manqué. Ça a manqué à beaucoup de gens. Et voilà. Dans les universités françaises, les réunions et les incidents se multiplient entre les Palestiniens et les défenseurs d'Israël. Quotidien sur TMC a diffusé hier soir un reportage dans une université. À Lyon 2, un collectif pro-palestinien tenait ainsi hier une conférence. Et c'est hallucinant, car vous allez voir, ils font même pour la télé des interviews avec une cagoule. Ah, la cagoule. On a mis la déco Palestine pour... C'est quoi la déco Palestine? La déco, c'est les petits drapeaux, quoi. C'est les petits... Il y en a partout dans la salle? Ouais, il y en a 2-3, on n'a pas des masses, mais on en a quelques-uns, et puis... Il y a un drapeau d'Israël ou pas du tout? Ah non. C'est un sujet qui me touche énormément. Pourquoi ça vous touche autant? Parce que je suis un être humain et ça me touche, tout simplement. Je suis connecté à Telegram, je vois les images. Vous avez prévu de diffuser des images, des vidéos, là, dans l'Assemblée? On n'est pas là pour faire du chantage... comme par exemple l'ont fait les propagandistes de l'armée israélienne en diffusant le snuff movie de 43 minutes à l'Assemblée nationale. Voilà ce qui se passe dans les facs, on va y revenir également dans cette émission. À Rouen, la basilique du Sacré-Cœur a été vandalisée avec des dégâts qui se montent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les équipes de CNews étaient sur place. Sur l'autel, un pied de biche et le tabernacle. Ce coffre qui contient hostie et vin sacré est l'un des seuls objets à avoir résisté aux voleurs. C'est un tabernacle avec code et en fait ils ont trouvé la clé et tant mieux pour nous, ils ont mis la clé dans le mauvais trou qui a déconnecté le rapport avec le code qui était bien fait et donc ils n'ont pas pu l'ouvrir. Le cœur de la basilique a été vandalisé, la statue de Saint Antoine de Padoue brisée en 1000 morceaux. Les dommages sont estimés à plusieurs milliers d'euros. Les vases sacrés ont été volés, donc les calices, les ciboires, y compris ceux qui ne servaient que occasionnellement pour les très grandes fêtes et qu'on ne sortait de leur boîte que pour les solennités. Dans l'actualité également, Marseille, et il y a un an, les habitants de la cité des Campanules se sont mobilisés pour mettre dehors les dealers. Et ce sont deux femmes qui ont pris en main le combat. Un an après, France 2 est retourné sur place hier soir. Et c'est un succès. Malgré plusieurs tentatives, les dealers n'ont jamais réussi à se réinstaller. Je leur ai demandé de partir. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit non, reste là, on est bien. Et le jeune qui était dedans, je dis qu'est-ce que tu fais dedans? Il me dit rien. Je dis donc je sors. Il est sorti, j'ai fermé la porte. Pour les empêcher de revenir, les habitants se sont relayés courageusement au pied de leur immeuble pendant 2 semaines pour occuper le terrain. On était là jusqu'à 3-4 heures du matin pour ne pas donc laisser les lieux vacants et laisser des lieux disponibles à un trafic. Si on a réagi de cette manière, c'est parce qu'on a eu peur que le danger s'installe en bas de notre porte. On a installé vraiment la table des petits déjeuners, dîner. On a décidé de faire une fête des voisins tous les jours. Et c'est comme ça qu'ils sont partis.
Voilà, 2 femmes qui ont pris les choses en main et ça marche, bravo à elles. Un sénateur en garde à vue soupçonné d'avoir drogué une députée à son domicile. Alors l'affaire est pour le moins surprenante et pourtant le sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, 66 ans, répond depuis plusieurs heures aux questions des enquêteurs. L'affaire a été révélée par nos confrères de RMC. Joël Guerriau invite chez lui à Paris une députée avec qui il a des liens d'amitié. Ils boivent un verre. Mais elle est prise d'un malaise, elle quitte précipitamment les lieux et finit à l'hôpital où les analyses montrent qu'elle a absorbé de l'ecstasy d'après nos informations, à son insu, selon la députée qui porte plainte. L'affaire est traitée en flagrant délit par le parquet de Paris, donc pas besoin de lever son immunité parlementaire. Joël Guerriau est interpellé et placé en garde à vue dès mercredi soir. Et en perquisition, la police judiciaire a retrouvé de l'ecstasy chez lui. Alors, dans quelle intention le sénateur de 66 ans aurait-il drogué la députée? Ça fait partie des questions qui lui sont posées. Joël Guerriau, qui reste présumé innocent, pourrait être présenté à la justice en fin de journée. La star mondiale de la musique, Bob Sinclair, était invité de nos confrères du Figaro. Et ce qu'il dit sur Paris est très intéressant, puisqu'il a expliqué que lui, qui voyage dans le monde entier, avait constaté à quel point l'image de la ville était dégradée, et même la France, qui à travers le monde a désormais une image abîmée. Quand on parlait des années 20, tout à l'heure des années 30, ouais, où la France était vraiment... un moteur. La ville qui était regardée dans le monde entier, qui inspirait, tu vois. C'est plus tellement le cas. Hein. Ouais. Moi qui voyage beaucoup quand même, on se fout un peu de notre gueule. Hein. Ah bon? Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire constamment les grèves, constamment les casseurs, constamment les trucs comme ça. Les gens ont peur de venir, les gens ont peur de venir ici. On a l'impression que tout n'est pas maîtrisé. Tu vois. Ouais. On peut un peu faire ce qu'on veut. C'est fou quand même. On peut arriver comme ça et casser les choses sans pour autant qu'il y ait une répression absolue là-dessus. C'est bizarre quand même, non? Et puis une bonne nouvelle pour terminer ce zapping. Florent Pagny était hier soir invité du journal de 20h de TF1 pour donner des nouvelles de sa santé et de sa lutte contre le cancer. Et donc, bonne nouvelle puisqu'il a annoncé sa 3e rémission. Mais moi je vais très bien et je vais même très bien aujourd'hui parce que j'ai fait tous mes examens aujourd'hui après mon dernier traitement et puis une série de rayons. J'ai même fini mes rayons cet après-midi et tout s'est très bien passé et les résultats sont top. Alors oui, pour la 3e fois, elle disparaît. Mais bon, ça fait quand même 3 fois qu'elle apparaît, donc tu te dis attention, il ne faut pas trop crier victoire. Maintenant on rentre dans le contrôle. Je vais pouvoir retourner vivre un peu normalement et comme j'aime. Donc c'est vrai que je vais repartir dans mes contrées lointaines. Et puis comme j'ai quand même beaucoup occupé le terrain entre ce que j'ai fait et ce qui m'est arrivé, je vais foutre la paix un peu à tout le monde. Je vais aller me ressourcer et aller chercher de l'inspiration pour pouvoir redevenir créatif. Voilà, et les bonnes nouvelles, ça fait du bien, surtout en ce moment. Les tops et les flops d'audience d'hier soir, c'est avec Mister Audience. Allez, Kevin, va-t'en. En access hier soir, Nagui a conservé sa place de très large leader sur France 2 à 3,4 millions. Surtout, n'oubliez pas les paroles creusent l'écart avec le feuilleton de TF1. En effet, Demain nous appartient rassemble 845 000 téléspectateurs de moins. Le 19-20 de France 3 est 3e, C'est à vous sur France 5 est 4e à 1,2 million. Du côté des talk-shows, Quotidien sur TMC atteint tout juste les 2 millions avec Yann Barthès. TPMP sur C8 est à la 2e place dans sa moyenne haute. Quant aux émissions aux jeux citoyens sur France 3 et C'est à vous la suite sur France 5, elles sont au coude à coude, mais faibles sous les 900 000. Du côté des primes, nouveau carton pour Master Crime sur TF1. La série incarnée par Muriel Robin et sa compagne Anne Lenaine écrase tout le monde avec 4,5 millions de téléspectateurs. Cache Investigation sur France 2 se porte très bien et dépasse les 2 millions. Avec son téléfilm Les Ombres de Lisieux, France 3 est 3e sous les 2 millions. Pour M6, c'est un flop. Le film 355 n'est qu'à 1,2 million. Mister Audience vous dit à lundi. Allez, je vous présente mes invités qui vont m'accompagner en direct jusqu'à midi. Philippe Ballard, bonjour. Merci d'être avec nous, député du Rassemblement national de l'Oise et porte-parole du RN. Karim Maloum, bonjour. Merci d'être avec nous. On s'était parlé cette semaine et je vous avais dit que j'allais vous inviter sur ce plateau. Donc voilà, je tiens parole. Vous êtes journaliste algérien, vous êtes consultant également. Donc merci d'être avec nous. J'ai trouvé votre regard sur ce qui se passe actuellement dans le monde et en France très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous avoir. Jean-Marc Sylvestre, bonjour. Merci également d'être là, journaliste économique. Et puis Esther Benbassa, bonjour. Ex-sénatrice écologiste
psychologiste et professeur d'université également. Et vous, ça va être intéressant de vous entendre sur ce qui se passe en ce moment dans certaines universités. Mais pour commencer cette émission, je voulais vous proposer un témoignage en direct, celui de Nathan, qui habite Rouen. Nathan qui a été agressé en plein centre-ville de Rouen par un individu qui l'a agressé parce qu'il portait une étoile de David, une étoile qu'il portait autour du cou. Bonjour Nathan. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Tout d'abord, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé lors de votre agression? Donc j'étais en ville avec des amis à moi et je passais avec mon étoile de David qui sortait comme un peu maintenant. Et le monsieur est passé à côté de moi, a regardé mon étoile de David et a dit qu'il fallait recommencer la Shoah, qu'il m'a insulté de sale juif. Il a dit que comme la Shoah avait été mal faite, on n'avait pas tous été exterminés. Et donc je l'ai attrapé, je l'ai mis dans un coin et j'ai appelé la police. C'est vous qui l'avez attrapé physiquement? Exactement. C'est la première fois que ça vous arrive, ce type de réflexion? Non, absolument pas. Ces derniers 6 mois, c'est la 3e plainte que je porte pour des propos comme ça. Et à chaque fois, c'est parce que vous avez votre étoile de David qui est apparente? Exactement. Et vous ne vous dites pas à un moment donné, je vais peut-être la cacher pour éviter les agressions, même si forcément c'est pas la solution idéale parce que vous n'avez pas à vous cacher, mais est-ce que c'est pas la solution pour vous protéger en tout cas? Si, c'est ce que je fais d'habitude, mais à chaque fois que je l'oublie, il se passe quelque chose comme ça. Et je pense qu'en 2023, devoir cacher sa religion, c'est quelque chose qui n'est pas censé être normal. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme, judiciairement? J'ai été vraiment très très touché et déçu parce qu'on m'a dit qu'il ne serait pas poursuivi parce qu'il était psychologiquement inapte, je ne sais plus comment expliquer ça. Il n'était pas responsable. Pas responsable, en fait. Ouais. C'est ça. Et ça veut dire quoi? On l'a remis en liberté? Non, il a été admis en asile psychiatrique. Vous me dites que c'est pas la première fois que vous êtes agressé. Chez vous également, vous avez eu des signes d'agression dans votre domicile, dans votre immeuble, je crois? Oui, c'est ça. Et j'ai vu des croix gammées taguées en bas de chez moi, des gens qui caillassaient à ma fenêtre, des insultes et beaucoup de choses comme ça. Nathan, vous êtes lycéen, je crois. Comment ça se passe en cours? En cours, c'est très très compliqué. Heureusement que la direction me soutient parce que en cours, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai à peine ouvert la porte de la classe que quelqu'un m'a crié Free Palestine. Quand je suis sorti des cours, il y a quelqu'un qui m'a collé un autocollant sur le sac à dos Free Palestine. Et heureusement, le lycée a agi tout de suite, mais c'est compliqué. Vous avez peur d'aller en cours aujourd'hui? Exactement. Là, pour l'instant, je ne suis pas retourné en cours. Ah, vous n'êtes pas retourné encore en cours? Depuis combien de temps? Non. Depuis 2 semaines. Ah ouais, c'est compliqué ça quand même. Et vous en avez parlé au lycée? Personne n'est capable d'assurer votre protection? J'en ai parlé au lycée parce que le lycée nous a contactés pour avoir un rendez-vous avec mes parents qui, du coup, nous ont dit qu'il fallait que je revienne en cours, qu'ils allaient être là, qu'ils allaient me soutenir et que tout ça, ça allait s'arrêter et qu'ils allaient tout faire pour que ça s'arrête. C'est quand même très compliqué, surréaliste ce que vous nous racontez, Nathan. Franchement, c'est terrible qu'aujourd'hui, en France, en 2023, on en soit là, dans une situation comme ça, et en train de vous faire témoigner. Et bravo d'ailleurs de témoigner, parce que vous êtes dans une situation compliquée, et vous osez venir à visage découvert en parler. Donc encore une fois, vraiment, bravo. Mais vous, dans votre tête, il se passe quoi? Vous êtes dans quel état d'esprit, là? Je suis un peu blasé, j'ai du mal à sortir, je suis un peu en début de dépression, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça devient vraiment compliqué mentalement parce que c'est coup sur coup en fait. Ça veut dire que vous êtes suivi médicalement aujourd'hui? Exactement, je suis suivi par un psychologue. Que vous disent vos parents? Mes parents, ils me disent qu'il faut que je retourne en cours, qu'il ne faut pas que
que je me laisse faire et que c'est pas parce que je suis juif que je dois pas sortir et que je dois me gâcher la vie comme je le fais maintenant. L'avenir, vous l'imaginez comment, vous? Qu'est-ce que vous vous dites qui va se passer pour vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? L'avenir, je l'imagine pas du tout. Je vais pas vous mentir que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, je peux que l'imaginer en mal. Et j'espère qu'au moins ça va s'arranger. Enfin, il faut que ça s'arrange parce que ça peut pas continuer comme ça. C'est trop compliqué pour les Juifs de France, en fait. Mais Nathan, vous savez, c'est terrible de vous entendre dire ça, parce que vous avez 18 ans, vous êtes lycéen, vous avez tout l'avenir devant vous, et vous entendre tenir des propos comme ça, c'est terrible. Bah oui, c'est terrible, mais malheureusement, c'est une triste réalité qu'on est obligé de subir tous les jours. Merci Nathan, merci. Et puis voilà, si on peut vous aider d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas. On peut vous donner la parole quand vous le souhaitez, parce que voilà, je trouve que c'est terrible. On est en France, on est à Rouen, puisque vous êtes à Rouen. Et encore une fois, vous avez le courage de témoigner à visage découvert ce matin. Donc voilà, bravo. Et surtout, j'espère que les forces de l'ordre, la police, le lycée, l'école, enfin que tout le monde va prendre les choses en main pour vous permettre de retourner à l'école. Vous ne pouvez pas gâcher votre vie, vous ne pouvez pas arrêter d'aller en cours, arrêter à l'école simplement parce que vous êtes juif. Enfin voilà, j'ai du mal à trouver ces mots. Restez un instant, Karim Maloum, qui est journaliste algérien, en plus vous écoute depuis tout à l'heure et il est révolté en entendant ce que vous dites. C'est pas l'échec de ce garçon qui est à l'âge de mon fils, c'est l'échec de la France. C'est l'échec de la France. Aujourd'hui, la France, le pays des libertés. Alors attendez, je crois qu'on a un petit problème de micro avec vous, donc attendez, je vais vous donner celui-là, si vous voulez bien, en attendant qu'on répare. C'est pas l'échec de ce garçon, c'est l'échec de la France. C'est l'échec de nos libertés. C'est l'échec de notre démocratie. C'est l'échec de notre République. Aujourd'hui, la France est le pays des libertés. Des jeunes, des enfants, des filles ne peuvent pas y aller à l'école parce qu'ils sont juifs. Défendre les juifs aujourd'hui, c'est défendre la démocratie et défendre la liberté. Aujourd'hui, nos amis juifs sont quotidiennement victimes d'agressions et de violences. Le ministère de l'Intérieur nous a donné des chiffres. 72% d'actes racistes, donc antisémites, concernent les juifs et que les juifs ne représentent que 0,6% de la population française. 23% d'actes antichrétiens ont été commis dans ce pays et les chrétiens représentent entre 50 et 60% de la population française. 5% seulement d'actes anti-musulmans ont été commis en France. Vous imaginez nos enfants, nos petits-enfants dans 30 ans, 40 ans, quand ils vont étudier ça, 72% d'actes antisémites pour 0,6% de la population française. C'est une honte absolue. Ça me révolte en tant que républicain, ça me révolte en tant que démocrate. Aujourd'hui, les Juifs sont victimes quotidiennement. Nier les actes antisémites, c'est être complice de l'antisémitisme dans ce pays. Effectivement, il y a des gens qui nient l'antisémitisme. Les islamistes, leurs alliés, nient l'antisémitisme par la haine des Juifs. Nous sommes solidaires, tout le monde doit être solidaire parce que défendre les Juifs, c'est défendre la démocratie, défendre la République et défendre nos libertés. Merci beaucoup. Philippe Ballard, prenez ce micro aussi parce qu'on a un petit problème de son. On va régler ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire après avoir entendu Nathan? Déjà tout mon soutien à Nathan parce qu'il est effectivement extrêmement courageux. Et vous demandiez, Jean-Marc, vous lui avez posé la question, personne n'est capable d'assurer votre protection au lycée. Enfin, on est juste en 2023. Et c'est un Français d'origine juive. Et on se pose cette question. Effectivement, vous avez raison, c'est une vraie question. Et vous disiez, c'est un échec français. Oui, c'est un échec français. Vous disiez, la France est le pays des libertés. Est-ce qu'on est toujours un pays de liberté quand on entend ce témoignage? Moi, il y a quelques jours, il y a une femme, alors elle me donnait son âge, je ne lui demandais pas, elle me dit j'ai 55 ans et pour la première fois, elle portait une étoile de David et elle me disait, la première chose que je fais, je cache, c'est vraiment première précaution, c'est pas est-ce que mon sac à bain est pas trop apparent ou autre, je cache mon étoile de David. Voilà, on est là en France. Alors après, on va peut-être entamer le débat, mais pourquoi on en est là? Enfin, on le sait très bien. Il y a une alliance terrible, verte et rouge, comme l'on dit. Voilà. Nathan, ce que vous me disiez, vous, c'est que régulièrement, d'ailleurs, vous cachez en général votre étoile de David, hein, c'est ça? Exactement. Là, régulièrement, elle est dans mon t-shirt comme ça. Mais et surtout qu'elle n'est pas super grosse. On va enlever le bandeau blanc pendant que vous parlez, ça va être plus simple. Allez-y. D'accord. Elle n'est pas super grosse pourtant et je suis obligé de la ranger même quand je suis en ville.
Donc c'est quelque chose de compliqué. Et je pense que personne ne devrait vivre ça, qu'il soit musulman, juif ou chrétien. Bah c'est une évidence. Esther Benbassa, vous entendez le témoignage de Nathan qui est bouleversant. Oui, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour ce qu'il dit, comme ça, sagement, avec beaucoup de retenue. Et je ne sais pas quoi lui dire, à part le soutenir. Mais enfin, écoutez, je suis historienne des Juifs. Je me dis, mais comment on en est arrivé là? Il y a une ambiance, comme je dirais pas, c'est pas la Shoah, mais comme dans les années 30, si les Juifs se sentent mal, il fallait qu'ils enlèvent leur chapeau. À l'époque, le consistoire leur demandait de couper leur paillasse pour qu'ils ne se fassent pas remarquer dans la rue. C'était officiel tout ça. Mais aujourd'hui, on en est arrivé là. Moi, je suis en France depuis 1972 et parfois, on me disait, est-ce que dans ta carrière, tu as eu des remarques antisémites, etc. Je disais toujours non. Mais récemment, je vais dans une administration pour faire du bénévolat. On me demande, vous êtes franco-israélienne, vous êtes donc juive, n'est-ce pas? Vous pourrez faire ce métier? Non mais attendez, moi, je suis quand même une serviteuse de la République. Entendre ça, ça me choque totalement. Mais écoutez, et là, on ne peut pas dire que l'État n'a pas fait assez. Écoutez, et ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? La plupart des Juifs, à peu près, je ne sais pas des chiffres, mais presque 90% des enfants comme ceux-là, en banlieue, ils les ont enlevés des écoles. Et ils les ont mis dans les écoles privées. Ce qui... Non, mais je sais. Et les Juifs qui habitaient la banlieue, maintenant, habitent le 17e. Lorsque nous étions enseignants à Sarcelles, on se souvient, le couscous pendant les fêtes, montait ou descendait des Juifs aux musulmans, des musulmans. On avait des élèves en classe. Nathan, il ne connaît pas ça. Vous vous rendez compte dans quelle ambiance il vit, dans quelle ambiance Nathan je le comprends. C'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. C'est pour ça. Ce pays, c'est en train de devenir... Il faut réagir. Et oui. Moment, il faut bouger. Oui, mais l'antisémitisme, maintenant, il est aussi aux États-Unis. Ouais, il est dans les universités. Faut pas l'accepter. Non, mais je ne justifie pas. Je ne justifie pas. Je ne justifie pas. Mais je dis qu'il faut être très, très attentif et ne pas se laisser faire. Merci beaucoup. Merci Nathan. Bon courage à vous. Soyez prudents quand même. Hein. Bien évidemment, soyez très prudents et merci d'avoir été avec nous. Il est 11h, voici le CNews Info avec Sommeil Labidi. Trafic aérien interrompu à l'aéroport de Caen. Il a dû être évacué après une alerte à la bombe. Le service interdépartemental de déménager sur place pour une levée de doute sur le tarmac et dans les bâtiments de l'aéroport après que des individus se sont introduits par effraction sur le tarmac, a déclaré la préfecture. Hôtel vandalisé, vase sacré volé, une statue cassée, la basilique du Sacré-Cœur de Rouen a été cambriolée. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 novembre. Une enquête confiée à la police judiciaire de Rouen a été ouverte. Et puis après 2 semaines d'intempéries exceptionnelles et des inondations dévastatrices, le Pas-de-Calais connaît enfin une amélioration avec une décrue depuis le milieu de la semaine et qui pourrait perdurer jusqu'à samedi. En attendant, le département, connu pour ses vastes zones de marée, reste en vigilance orange crue, tout comme le nord voisin, la Vendée et la Charente-Maritime. 11h03 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. On va continuer à regarder ce qui se passe en France et le regarder vraiment parce que on essaie de casser un peu toutes les idées reçues. On l'a fait avec Nathan et franchement, encore une fois, bravo à lui. Et là, je voudrais vous montrer des images qui ont été diffusées hier par nos confrères de TMC et de Quotidien en particulier. Ils sont allés tourner à l'université de Lyon 2 pour nous montrer ce qui se passe dans les universités françaises, en particulier depuis qu'il y a ce problème entre Israéliens et Palestiniens, et surtout depuis qu'Israël a été attaqué le 7 octobre, a été victime de cette attaque terroriste. Je vous propose d'abord de regarder ce premier extrait. C'est une réunion pro-Palestine qui est organisée, et vous allez voir que déjà, enfin ça donne un peu une idée de l'ambiance quand même. Pour parler aux médias, ils se mettent une cagoule sur la tête. On est au cœur de l'université quand même, n'oubliez pas. On est dans une université française, Lyon 2, et voilà ce qui se passe. Ah, la cagoule.
On a mis la déco Palestine pour... C'est quoi la déco Palestine? La déco, c'est les petits drapeaux, quoi. C'est les petits... Il y en a partout dans la salle? Ouais, il y en a 2-3, on n'a pas des masses, mais on en a quelques-uns, et puis... Il y a un drapeau d'Israël ou pas du tout? Ah non. C'est un sujet qui me touche énormément. Pourquoi ça vous touche autant? Parce que je suis un être humain et ça me touche, tout simplement. Je suis connecté à Telegram, je vois les images. Vous avez prévu de diffuser des images, des vidéos, là, dans l'Assemblée? On n'est pas là pour faire du chantage... comme par exemple l'ont fait les propagandistes de l'armée israélienne en diffusant le snuff movie de 43 minutes à l'Assemblée nationale. Esther Benbassa, vous en plus, vous êtes professeur d'université, vous voyez ce qui se passe dans les universités, mais là aussi, enfin, comment on en est là? D'abord, ce n'est pas toutes les universités, heureusement. Mais c'est dans beaucoup d'universités, dans plusieurs universités. On en parlera tout à l'heure. J'étais à la Sorbonne, il n'y a pas eu d'AG comme ça. Pour l'instant. Allez-y. Bon, d'abord, on n'a pas à une assemblée générale d'étudiants, on n'a pas à mettre des drapeaux, ni israéliens, ni palestiniens. Je ne sais pas pourquoi. On est en France, on est dans un pays laïque, républicain. Il faut enlever les drapeaux. Mais vous savez, on est dans le laisser-aller total. C'est-à-dire qu'on accepte ça. En fait, on est dans un pays où on accepte tout. Oui, mais monsieur, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de se battre. Je vais vous dire, aux États-Unis... il n'y a pas un président dans cette université. Si, excusez-moi, il n'y a pas un président dans cette université. La parole du président ne passe pas. C'est pas son rôle de faire respecter ça? Laissez-moi finir. Ouais. Laissez-moi finir. Aux États-Unis, dans les grandes universités où il y a l'élite de l'élite quand même, il y a des manifestations terrifiantes et antisémites aussi. Les Américains ont oublié que les Juifs avaient manifesté avec les Noirs dans les années 60 pour les droits civiques. Il y a les belles photos de cette époque. Mais en Amérique, il y a les dons des mécènes. Ils ont coupé la fontaine. Voilà, le robinet a été fermé. Donc, alors, ils se sont calmés à Harvard et ailleurs. Ici, le président, il va dire non. Il y aura tout le monde qui va venir devant son bureau, occuper son bureau. Et on ne va pas les envoyer au commissariat parce que c'est terrible d'en arriver là. Mais enfin bon. Alors, je vous propose de regarder un autre extrait également diffusé par Quotidien de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ensuite, ils vont dans les couloirs de la fac et ils se promènent dans ces couloirs en criant « Abat l'État, abat les flics, abat les sionistes, Palestine vivra, Palestine vaincra ». Regardez. C'est là. Les flics et les sionistes, Gaza, 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 Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Je vous demande pourquoi on est là, dites-vous que la fac commence à s'organiser sur la question palestinienne. C'est-à-dire qu'ils arrivent en cours, ils déploient dans les cours, dans les amphis, ils déploient les drapeaux palestiniens. Qu'est-ce qu'on entend? On entend un discours de haine. On entend de l'antisémitisme, la haine du juif. C'est ça. Au fait, on a toute une jeunesse biberonnée aujourd'hui, particulièrement dans un certain nombre d'universités, par l'extrême gauche, par l'antisémitisme. Aujourd'hui, cette haine, elle se développe partout. C'est une atteinte à nos libertés, bien entendu. Cette haine, on la voit partout. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait des conférences qui ont été annulées dans les universités. Il y a eu des pièces de théâtre qui ont été annulées en université. À chaque fois, aujourd'hui, l'université, ce n'est plus un lieu de débat ou de la confrontation, c'est un lieu d'exclusion et de haine. C'est une réalité incontestable. Personne ne peut la nier. Aujourd'hui, des étudiants ne partent pas à l'université, ils n'assistent pas à des cours. À la Sorbonne, j'ai rencontré du monde qui ont quitté les amphis parce qu'ils étaient insultés et agressés. Arrêtez de mettre la poussière sous le tapis. Aujourd'hui, la haine a gagné partout les espaces. La haine contre les Juifs se développe à l'échelle industrielle. Alors, on va prendre Rémi Perra, qui est en direct avec nous, qui est délégué national de l'UNI. Bonjour Rémi Perra, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, est-ce que ça arrive dans plusieurs universités, ce qu'on vient de voir?
Alors oui, bien sûr, pour répondre à Madame Benbassa, on remarque ça dans beaucoup d'universités, dans les universités parisiennes, on voit ça à Nanterre, à Paris 8, à Paris 3, on voit ça, bon, évidemment Lyon 2, ça fait des semaines qu'on alerte sur ces cas-là, et encore partout en France. D'ailleurs, nos militants, dans certaines universités, je pense par exemple à Poitiers, ont réussi à faire annuler une manifestation pro-palestinienne dans la faculté, mais voilà le contexte dans lequel on se place, et effectivement avec des étudiants qui en ont assez de voir la politisation à l'extrême et l'apologie du terrorisme dans l'université, des étudiants de confession juive qui sont effrayés de l'antisémitisme qui grimpe, qui vient tout droit de l'extrême gauche. Et pour parler du reportage, ces gens-là, on sait très bien qui ils sont. L'université sait très bien de qui il s'agit. Ce sont les membres de l'UNEF et des autres associations d'extrême gauche qui sont habitués à bloquer, à dégrader la fac et qui ont choisi une nouvelle lutte en ce moment à organiser dans la fac, et ça fait des semaines qu'ils dégradent les locaux, ça fait des semaines qu'ils font des tags antisémites, pro-palestiniens, etc. Et c'est un énorme problème qu'on a dans les universités, et personne ne veut s'en saisir. Le gouvernement met aussi la poussière sous le tapis, tout le monde est dans le déni. Alors on peut quand même saluer pour une fois Quotidien qui n'est pas dans le déni là-dessus et va voir la réalité en face, mais c'est dramatique ce qui se passe. On va voir l'autre photo, l'autre capture du reportage. Voilà. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette photo où vous voyez en fait qu'il y a les drapeaux palestiniens qui sont déployés en cours. Il y a ces militants, parce que c'est des militants, c'est même plus des étudiants à ce niveau-là, qui viennent, qui interrompent les cours. Ça aussi, Rémi Perra, vous avez des signalements qui vous remontent de la part d'universités, comme quoi ça arrive? Rémi Perra, si vous m'entendez? Ah oui, je vous entends. Allez-y. Vous avez des signalements comme quoi ça arrive, ce type de choses dans d'autres universités où on interrompt les cours, on déploie les drapeaux? Oui, tout à fait. On nous a alertés sur ce sujet-là parce que ces militants considèrent que l'université, c'est leur terrain de jeu. C'est-à-dire qu'ils n'étudient même pas, pour la plupart. Alors, ils sont officiellement étudiants, pour certains, mais ils n'étudient pas. Ils considèrent que l'université, c'est un lieu où on va faire de la politique, on va faire plein d'autres choses, mais on considère qu'on peut saccager les locaux, se rendre dans les cours, empêcher les cours d'avoir lieu, et ça met les étudiants dans un état de sidération, et surtout les étudiants de confession juive. Encore une fois, on a eu beaucoup de retours là-dessus, et c'est effrayant. Alors justement, je vais vous faire écouter un autre extrait de Quotidien, c'est très court, ça dure 10 secondes, mais c'est une étudiante juive, justement, qui dit « Je me sens toute seule et j'ai peur ». Aujourd'hui, elle a peur d'aller en cours. Regardez. Moi, je suis juive, mais je ne le crie pas sur tous les toits, et... Alors voilà, et c'est vrai que je me sens plutôt seule. Vous avez eu peur? Ouais, moi j'ai peur, ouais. Rémi Perra, vous vous rendez compte en fait, et c'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des étudiants, parce qu'ils sont juifs, ils ont peur d'aller en cours. Enfin, on en revient à Nathan qu'on avait tout à l'heure avec nous, qui lui veut plus aller au lycée, a peur d'aller au lycée parce qu'il a été agressé, parce qu'il est juif aussi. Enfin, c'est quand même dingue. Que font les présidents d'université? Il faut poser la question quand même à un moment. On leur pose la question, on les alerte, et là-dessus, beaucoup sont dans le déni absolu. Alors, on ne va pas tous les mettre dans le même sac, mais en l'occurrence, à l'université Lyon 2, la présidente de l'université est dans le déni absolu. Elle a déjà été, lorsque une conférence avait été organisée avec une personne représentant une organisation terroriste, elle avait fait mine d'interdire la conférence et la présence de cette personne pour finalement lui permettre d'accéder à la conférence. Et c'est toujours comme ça. Encore une fois, quand l'UNEF occupe les locaux de la présidence de l'université pour demander tout un tas de choses, elle ne les sanctionne pas. Elle continue de leur attribuer des locaux, de leur donner des subventions, tout comme au gouvernement, où ils sont parfaitement au courant de ça, où Madame Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, est parfaitement au courant de ça, mais elle préfère rester dans le déni et ne rien faire. Merci beaucoup, Rémi Perra. Par contre, quand on l'alerte sur le sujet, elle va nous expliquer qu'on en fait trop, qu'on invente des problèmes là où il n'y en a pas, et que c'est nous, finalement, qui aggravons la situation parce qu'on en parle. Bien sûr, c'est toujours pareil. En fait, c'est ceux qui dénoncent les choses qui en réalité, sont accusés de mettre le feu. Merci, Rémi Perra, pour cet éclairage délégué national de l'UNI. Jean-Marc Sylvestre, quand vous voyez quand même ce qui est en train de se passer dans les lycées, c'était le cas avec Nathan, ce qui est en train de se passer dans les facs, on va où?
On est sur une pente. Je ne sais pas si le micro fonctionne. On est sur une pente très dangereuse, très désolante. C'est affligeant tout ce qu'on est en train de voir actuellement, parce que la situation, le clivage, cette guerre de civilisation dont on nous parle parfois, elle est en train de s'avancer. Et c'est ça qu'il va falloir surveiller. Alors, dans le cas de l'université ou dans le cas des lycées, il y a évidemment un problème de management de ces établissements. Il y a évidemment un problème d'autorité de ces managers. Ces universités, ces managers ne sont pas des espaces je sais que l'université a... Mais ils ont peur. Mais la vérité, c'est qu'ils ont peur, Jean-Marc Sylvestre, il faut le dire. Ils ont peur des réactions, ils ont peur de comment les élèves vont réagir, comment les étudiants vont réagir, ils ont peur. Les recteurs ont sans doute peur, parce que c'est le mot d'ordre, c'est en général, c'est pas de vague. On l'a bien vu dans les problèmes de harcèlement, on l'a bien vu dans un certain nombre d'autres problèmes, mais on a un ministre de l'Éducation nationale qui, pour une fois, a été assez courageux. Il a même été très courageux pour dénoncer à la fois les défaillances dans l'enseignement lui-même, la médiocrité des résultats, etc., et puis les problèmes de harcèlement. Je pense que cette question de ségrégation sur des bases ethniques, religieuses, mais sont pas admissibles. Mais oui, mais on le pense tous, mais regardez, mais ça existe. Mais c'est un problème d'autorité. Alors, pour l'instant... Est-ce que vous en entendez beaucoup parler? Est-ce que vous trouvez que ça fait la une des 20h sur les grandes chaînes? Non. Je trouve qu'effectivement, il faut en parler. Il ne faut pas laisser ça sous le manteau. Je donne quand même un exemple, c'est que je ne connais pas, a priori aujourd'hui, dans des entreprises privées, gérer selon des critères privés, avec des règlements privés, des difficultés d'intégration, d'assimilation ou de cohabitation. Philippe Ballard, là-dessus. Oui, Jean-Marc Sylvestre, on vous fera la liste. Malheureusement, ça existe dans le privé, d'où la proposition de loi de Marine Le Pen de février 2021 pour essayer d'y mettre fin. Non, mais il faut arrêter, vous le disiez justement, de mettre la poussière sous le tapis. C'est un nom, ce à quoi on assiste là. C'est le wokisme. Il considère, et celui qui est... Cagoulet le dit, Israël est un pays colonisateur. Pour la France. La France a été un pays colonisateur. Donc tout ce qui va après, on doit le combattre. C'est pas nouveau, c'est noyauté par l'extrême gauche, par les islamo-gauchistes, parce que vous parliez de Gabriel Attal, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une secrétaire d'État à l'enseignement supérieur du temps de Macron qui avait dénoncé l'islamo-gauchisme. Ça lui a valu quand même son poste. Il faut quand même l'avoir présent à l'esprit. Et pourquoi on en est là? Mais parce qu'il y a cette alliance verte-rouge qui se dessine sous nos yeux. Là, c'est l'extrême gauche, avec la complaisance des présidents, de certains présidents d'universités. Mais bien sûr, mais c'est ça ce qu'il faut dire. Mais quand ils cassent tout dans certaines universités, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ceux qui ont mis le bazar, pour pas dire autre chose, ne sont pas ennuyés, ne sont pas condamnés. Et voilà, et quand on a des étudiants qui frayent avec des syndicats qui se situent à l'extrême gauche, donc qui rejoignaient les filles, quand on n'ose pas dire, comme Madame Obono, que le Hamas est un mouvement terroriste, comme quand on défile avec le CCIF en novembre 2019, où on crie Allah Akbar à côté du Bataclan, et ben tout ça, ça donne ça à l'arrivée, et on peut rajouter cette alliance, puisqu'elle est verte et rouge, d'une immigration complètement incontrôlée qui verse vers le communautarisme, vers le séparatisme et vers parfois l'islamisme. Écoutez, excusez-moi, mais on ne peut pas réduire, vous donnez l'image d'une France traversée par tous les maux du monde. Il y a quand même un contexte international. Il faut que la guerre s'arrête, que les otages soient rendus et mais ça, on est tous d'accord là-dessus. Attendez, laissez-moi finir et qu'on se mette. Enfin, qu'ils se mettent autour d'une table. D'accord, mais ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Excusez-moi. Comment on accepte ça aujourd'hui en France en 2023? Vous-même, ça vous révolte, Esther Benbassa. Bien sûr que ça me révolte. Vous savez, j'écris, je viens plus à la télé. J'ai peur de dire des bêtises. J'écris seulement. Aujourd'hui, j'ai un article dans Le Monde avec Jean-Christophe Attias. Non, mais attendez, il faut quand même, là on est entré dans la guéguerre des syndicats étudiants. Pardon. Quand on défile avec des drapeaux... Monsieur, laissez-moi terminer. Mais quand on perturbe un cours comme on l'a vu... Monsieur, laissez-moi terminer. Allez-y. Alors, il faut pas se dire
Ben oui, mais l'université, mai 68, ça s'est passé dans les universités. Je n'approuve pas ce qu'ils font, mais enfin, ils ont bien le droit s'ils ne font pas. Vous n'allez pas associer mai 68 à ça. On n'est pas dans mai 68. On est dans de l'antisémitisme, on est dans du racisme. Enfin, vous vous rendez compte, on ne peut pas faire le parallèle. Je vous parle d'une réunion. C'est pas une révolte étudiante sur des... D'une réunion à l'université, d'accord? À l'université, on peut se réunir en évitant... Bien sûr, il faut pas d'antisémitisme. Les Juifs de France, on se réunit masqués, on se réunit avec des drapeaux palestiniens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ces jeunes gens, pourquoi ils fixent là-dessus? Parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils ne connaissent pas l'histoire du Moyen-Orient. Mais vous ne pouvez pas tout interdire. Donner aux gens un peu d'espoir. Ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas occupé. Laissez les Juifs pas dans cette anxiété, parce que... Excusez-moi Esther Benbassa, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas. Il faut interdire ou il ne faut pas interdire? Il faut laisser faire ou il ne faut pas laisser faire? Comment vous pouvez interdire? Mais dans une université, il y a des règles, excusez-moi. Il y a une autorité. Les universités sont autonomes, monsieur. Mais oui, mais je vous dis pas le contraire. Il y a des règles. Il y a un président dans une université. Esther Benbassa, il y a un président de ne pas autoriser ce type de réunion. Excusez-moi. Ils n'autorisent pas, ils le font devant la fac. Non, ils le feront devant la fac, mais déjà, c'est pas dans la fac. Ils viennent pas dans les cours déployer des drapeaux palestiniens. Excusez-moi. Oui, mais je veux mettre une arrêtons de laisser faire. Je veux faire une nuance. Qu'ils se réunissent pour discuter des Palestiniens. Ils ont le droit. Mais c'est parce que vous voyez bien. Mais c'est pas là. Vous vous rendez compte? Regardez ce qu'ils font. C'est pas ce qu'ils font. On a le droit, mais bien sûr qu'on a le droit. Évidemment. Mais sauf que là, c'est pas le cas. Là, ils menacent. Vous avez les drapeaux, etc. Cette étudiante juive qui dit, comme Nathan tout à l'heure, bah voilà, moi j'ai la trouille d'être en cours. Et elle dit, je sais pas si on a eu le droit à tout extrait, mais elle dit, moi je regarde mon ordi, mon écran d'ordi. Voilà, je regarde à côté pour pas être ennuyé. Enfin, les Juifs en France maintenant, les Français d'origine juive rasent les murs, changent leur nom sur leur boîte aux lettres. Non mais oui, mais alors je vais vous dire ce qui me gêne. Mais moi j'ai une partie de ma famille qui est juive, donc je suis vraiment à l'aise pour en parler. Ashkenaz, l'Europe centrale, voire orientale, parce que c'était la Pologne. Donc j'ai aucun souci, au contraire pour en parler. Je sais ce qu'ils me racontaient de ce qu'ils avaient vécu durant la Seconde Guerre mondiale, et il ne faut pas que les Français de confession juive en 2023 vivent la même chose. C'est pour ça que quand je vous entends parler, on peut pas être dans le relativisme à tout bout de champ. Vous êtes dans le relativisme, mais ouvrez les yeux, arrêtons de mettre la... Mais non, c'est de dire on n'autorise pas ce qui est en train de se passer dans les... Franchement, ça n'a strictement aucun sens. Je vais vous donner... Attendez, on va être concret. Vous êtes allé dans une université pour voir si le président peut... Oui, il y en a qui sont complaisants. Un président peut arrêter, interdire une manifestation. Donc c'est impossible. Vous dites c'est impossible. Alors Jean-Marc veut parler, je vous donne la parole. Moi je pense quand même que le président d'une université, s'il sent qu'il est couvert par sa hiérarchie, il aura beaucoup plus de liberté pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Mais c'est vrai que tout ce que vous dites, tout ce que l'on dit, c'est absolument inadmissible. Et vous avez raison, Jean-Marc, d'en parler, et on a raison d'en parler parce qu'il y a une prise de conscience qu'il faut prendre, parce que nous sommes actuellement sur la crête et il ne faut pas tomber, on dérive gravement. Mais il y a aussi des facteurs, et vous avez parfaitement raison de les souligner, des facteurs internationaux. C'est-à-dire que la grève... Mais à nous de mettre des règles chez nous, Deuxième point, il y a des informations qui, à mon avis, mériteraient aussi d'être développées un peu plus qu'elles ne le sont. Il s'est passé cette semaine des choses extraordinaires concernant ce procès. La rencontre, par exemple, entre Xi Jinping et Joe Biden est un moment historique. Ça prouve qu'il y a des dialogues possibles. Oui, d'accord. Ce qui se passe à Dubaï, par exemple... D'accord, mais là, on est sur la France. Là, vous partez il faut expliquer tout ça. Sur la France. Il faut expliquer ça m'intéresse parce que je rappelle que vous êtes journaliste algérien et c'est intéressant d'avoir votre regard sur ce qu'on est en train de vivre. Tous ces jeunes-là veulent transférer le conflit israélo-palestinien en France. Ils ont besoin qu'on leur explique. S'il vous plaît, madame, je vous ai laissé. Allez-y. Ils veulent à tout prix transférer ce conflit. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent trois choses. Un, ils revendiquent que le Hamas est une organisation légitime, qu'il doit se défendre, que ce n'est pas une organisation terroriste. Ils disent la deuxième chose, Israël doit être détruit. Donc, ils sont aujourd'hui, ils sont en train de développer ce discours. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il y a tout un discours en France qui se développe, qui s'articule autour de la haine des Juifs, qui s'articule d'un soutien
aux islamistes terroristes qui revendiquent que le Hamas a le droit d'attaquer, a le droit de tuer. Aujourd'hui, nous sommes au 40e jour qu'on a plusieurs personnes en otage, dont on a 8 Français. Et s'ils veulent qu'on arrête la guerre, il y a 2 choses à faire. C'est très facile. 1, le Hamas libère tous les otages, et 2, et dépose les armes. D'accord. Mais juste parlons de la France. Restons sur la France. Je ne crois pas vraiment que la France soit désespérée à ce point-là. La France l'est peut-être pas, mais quand on voit ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est désespérant. Si la France n'est pas désespérée, moi je peux vous dire la vérité, c'est désespérant de voir ce qui se passe en France aujourd'hui. Excusez-moi. C'est assez désespérant. Mais il y a sans doute des points sur lesquels, des forces de rappel sur lesquelles on peut... Mais qu'est-ce que vous dites à Nathan? Qu'est-ce que vous dites à cette jeune fille qui a peur? Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, ah oui, mais il y a des réunions à Dubaï, elle en a rien à faire de votre réunion. Elle veut pouvoir bosser, elle veut pouvoir travailler, elle veut pouvoir être à la fac. Ce qui est flagrant quand on écoute le témoignage de celui qui est cagoulé. Il vous dit, moi je vois sur Instagram des images de Gaza. Donc on imagine très bien ce qu'il voit. Des enfants, et c'est terrible, qui sont morts dans des bombardements. Une vie vaut une vie. Mais pourquoi il ne parle pas, par exemple, du Yémen, où il y a des centaines de milliers de morts? C'est le terrain de jeu, c'est 300 000. Il n'y a plus un hôpital debout, il n'y a plus une école debout. Non mais attendez, pourquoi il cible? Il dit, voilà, ce que je vois à Gaza, ça m'interpelle et du coup, je réagis. Mais pourquoi, s'il veut s'apesantir sur la misère du monde, et pourquoi pas, il parle pas du Yémen, il parle pas du Nord Kivu, au Congo, où il y a des dizaines de milliers de morts, où il y a des femmes qui sont violées, qui sont éventrées. Ça veut dire que s'il prend uniquement... Non mais il ne prend uniquement l'exemple de Gaza. Alors, ça veut bien dire qu'il manipule. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Attends, je vous donne la parole dans un instant parce que c'est important aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vous propose de regarder une vidéo qui circule énormément, qui n'est pas encore passée à la télé, je crois, mais sur les réseaux sociaux, honnêtement, moi je tombe dessus depuis 3 jours, tout le temps. C'est une jeune fille qui parle, c'est une jeune fille qui est voilée et qui parle et qui nous explique, qui se demande si on est en France dans une colonie israélienne, qui dit on est français, donc on s'en fout de ce qui se passe en Israël. Elle affirme qu'Israël a menti à plusieurs reprises, demande pourquoi il faut croire Israël. Regardez, c'est 50 secondes. Alors on l'a flouté parce qu'on est à la télé, donc voilà, on est obligé de la flouter. Mais moi, toujours dans ces cas-là, moi je me dis, les gens ils s'exposent, il faudrait les montrer. Mais bon, on n'a pas le droit. Donc regardez un extrait de cette vidéo. Ce qui me choque profondément, c'est que l'Assemblée nationale diffuse ce massacre au sein de l'Assemblée nationale. Je veux dire, on est en France ou on est dans une colonie française israélienne? Je comprends pas. Au bout d'un moment, est-ce que vous passez les massacres du Congo? Est-ce qu'on a passé les massacres Tutsi, Hutu à l'Assemblée nationale? Non, donc quel rapport? Pourquoi on passe le massacre des Israéliens? On s'en fout en fait. Enfin, désolé d'être cru, mais on est français, donc on s'en fout, ça n'a aucun rapport avec nous. Pourquoi vous le passez dans l'Assemblée nationale? Je suis vraiment très outrée. Je comprends pas pourquoi on paye des députés, 16 000 € par mois, avec 2 impôts, qui disent que leur peuple c'est Israël. Je ne comprends pas. Si t'es un député français, tu t'occupes de la France. Peut-on diffuser un film de 75 ans sur les massacres d'Israël en Palestine, s'il vous plaît? Les mots ont leur importance. Quand ils disent un film, pour moi c'est clairement un film. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Ils ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils mentaient. L'infirmière qui a fait semblant d'être palestinienne, au final il s'avère que c'est une actrice israélienne pour justifier le bombardement de l'hôpital. Les bébés cramés dans le four, ça n'a jamais eu lieu. Les bébés décapités, ça n'a jamais eu lieu. Bah, c'est très grave. Tout ce qui est dit là, Esther Benbassa, c'est très grave. C'est très grave. Alors, écoutez, encore ce matin, j'ai envoyé un SMS que j'ai reçu où, en Turquie, ils sont en train de dire que les Israéliens ont tué eux-mêmes. Bien sûr. Mais c'est ce qu'elle dit. Honnêtement, je ne l'ai pas mis, mais c'est ce qu'elle dit aussi dans la vidéo. Ouais, elle dit qu'au moins la moitié des morts. Elle dit qu'au moins la moitié des morts du 17 octobre sont morts. C'est du négationnisme. C'est du négationnisme. Il a raison. Et c'est du révisionnisme qui est condamné par la loi. C'est du négationnisme. On a des collègues aussi de LFI qui sont révisionnistes. Mettre les mots sur les mots. C'est important. Monsieur, écoutez. Voilà, je voudrais dire. Alors, juste, attendez, du calme. On se calme tous. Je voudrais dire un mot. En tant qu'historienne, je ne peux pas dire que la France aujourd'hui ne fait rien pour les Juifs. Attendez, non, mais je voudrais qu'on reste sur ce TikTok. On va y venir tout à l'heure. Je voudrais qu'on reste sur cette vidéo parce qu'elle est très grave. Cette vidéo. On est en direct avec maître Nicolas Bénon-Wehache, qui est avocat pénaliste pour l'Organisation juive européenne. Bonjour maître, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Cette vidéo, vous aviez, je crois, déjà été alerté dessus. Hein. Non seulement on est alerté à l'Organisation juive européenne, mais en plus nos avocats sont déjà en train de rédiger la plainte et va être déposé dans les heures qui viennent au parquet de Paris, PHNL, le parquet qui s'occupe de la plainte, des plaintes sur la haine en ligne.
Mais maître, ce qui est terrible, c'est qu'on a le sentiment que ces vidéos, on ne peut pas les arrêter. En fait, parce que ça fait plusieurs jours qu'elles tournent, et j'ai mis un petit moment avant de la diffuser, mais ça fait plusieurs jours que ça tourne. Donc je pense qu'elle a été signalée des dizaines, voire des centaines de fois par les gens sur cette haine qui est véhiculée dans cette vidéo. Et pourtant, ça continue, ça reste. C'est diffusé sur TikTok, et maintenant, c'est repris sur Twitter. Alors, la réalité, c'est qu'au fond, on a deux temporalités qui malheureusement ne se chevauchent pas assez. On a une temporalité de l'immédiateté qui est la temporalité des réseaux sociaux et notamment de ce drame qui est TikTok. Je le dis vraiment, ce réseau social est une aberration. Et on a une temporalité de la justice qui, elle, est beaucoup plus longue, prend son temps, analyse les termes, analyse les propos, suppose qu'on saisisse un parquet qui lui-même va analyser, prendre son temps et regarder les qualifications juridiques. Puis ensuite viendra une phase éventuellement policière où la personne sera convoquée ou alors interpellée et ensuite elle sera entendue et ensuite viendra le temps du procès. Et quand on voit cette temporalité-là qui s'oppose, qui est un non-sens par rapport à la temporalité des réseaux sociaux, qui est une temporalité de l'immédiateté, qu'on ajoute à ça le fait que, soyons clairs, en matière d'antisémitisme et de haine en ligne, les modérateurs des réseaux sociaux ne font rien. Absolument rien. Il n'y a pas de modération sur Twitter, il n'y a pas de modération sur Instagram, il n'y a pas de modération sur Facebook. Les gens ont une liberté de haïr, ont une liberté de commettre des délits qui est, je dirais, impensable au regard de la réalité de nos codes, de la réalité des troubles à l'ordre public que causent ces TikTok, que causent ces réseaux sociaux. Donc voilà, vous avez ces deux temporalités et malheureusement, aujourd'hui, la justice n'est pas assez rapide pour pouvoir, je dirais, rattraper la temporalité des réseaux sociaux. Et là, vous en avez l'exemple typique. Vous dites, ça fait 3 jours que cette vidéo circule, 3 jours qu'elle est signalée et 3 jours qu'elle n'est pas supprimée. Maître, concrètement, elle risque quoi, cette fille? Elle risque quoi? Pas grand-chose. Alors, elle risque pas grand-chose si effectivement on continue à penser, et c'est aussi un petit peu le deuxième drame de la justice française, que ce n'est qu'un problème de liberté d'expression. Et si on continue à penser que c'est un problème de liberté d'expression et qu'on s'oriente toujours vers les chambres de la liberté d'expression, qui sont des chambres qui ont été créées pour des problèmes de diffamation, qui sont des chambres qui ont été créées pour des problématiques, effectivement, de journalistes qui dévoilent des éléments qui peuvent être parfois diffamatoires, parfois ne le sont pas, etc. Donc des chambres qui ont été créées parce que, effectivement, la question de la liberté d'expression doit être toujours abordée de manière très précautionneuse pour protéger le travail des journalistes, pour protéger le travail des gens de presse. Le problème, c'est qu'on a glissé une population qui se déchaîne avec sa haine antisémite sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, etc., et qu'on les a glissés, qu'on les a fait rentrer dans, je dirais, un contentieux qui n'est pas le bon contentieux. Ce n'est pas un problème de liberté d'expression. Cette dame-là n'est pas en train d'user de sa liberté d'expression, la personne qui a fait ce TikTok. C'est quelqu'un qui est là clairement pour déverser sa haine antisémite. Et à partir de là, effectivement, chaque jour gagné sur TikTok est pour elle une réussite. Mais ce n'est pas une journaliste. Ce n'est pas une journaliste, ce n'est pas un problème de liberté d'expression. Cette personne doit passer en comparution immédiate comme un délinquant de droit commun qui commet un délit et qu'on interpelle en flagrant délit. Donc, maître, vous nous confirmez en tout cas que vous êtes en train de rédiger une plainte et que la plainte va être déposée contre cette jeune fille. C'est important, donc, merci beaucoup. On envisage bien sûr 2 angles. Le premier angle qui est l'article 24 de la loi 1880, qui est la provocation à la haine raciale, mais qui là encore va nous remettre dans ce contentieux de la liberté d'expression. Et on envisage très sérieusement l'apologie du terrorisme, qui là pour le coup est un délit de droit commun et qui permettrait d'attraire cette personne devant une chambre de droit commun, donc devant la 23e chambre correctionnelle de Paris, par exemple, qui traite des comparutions immédiates. Et c'est leur place. Ouais. C'est la place de ces personnes, c'est le droit commun. Ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des déverseurs de haine qui doivent être jugés comme des délinquants de droit commun. Une phrase. Il a tout à fait raison de dire ce qu'il dit, mais on n'a pas du tout parlé de ça. Il y a quand même une confusion entre juifs de France et
israélien. Oui, que là, les Juifs... là, non, mais c'est très important. Oui, mais... Pour que les Juifs, peut-être de cœur, sont avec Israël, mais on ne peut pas confondre l'antisémitisme et les Juifs. Je parle pour ceux qui les confondent. Allez-y, maître. Attends, on laisse répondre. Allez-y, maître. En Algérie, il y a des... Écoutez l'avocat, s'il vous plaît, écoutez l'avocat. Que ça se passe en Israël ou que ça se passe en France, que ce soit le Hamas ou que ce soit des personnes sur TikTok, c'est toujours de la haine du juif. C'est toujours de la haine du juif. Et c'est le point commun à tout ce que vous voyez se passer à Chicago, dans les manifestations énormes londoniennes. C'est toujours de la haine du juif. Il n'y a pas un gramme de considération pour la question palestinienne là-dedans. Tout le monde s'en fout. Tout le monde vient exprimer sa haine du juif, quel que soit l'endroit du monde. Et c'est une réalité. La Palestine n'est qu'un prétexte. Uniquement un prétexte pour Attendez, la Palestine est juste un prétexte pour tous les antisémites dans le monde entier. Dans le monde entier, à Gaza, en Palestine, à Paris, à New York, et en Algérie, ils détestent, ils s'en foutent de la Palestine. C'est un prétexte pour s'attaquer uniquement à nos valeurs démocratiques, à nos valeurs de liberté. C'est un prétexte qu'il faut condamner. Merci, vous avez totalement raison. Merci, maître. Merci beaucoup. On fait une pause de pub. On se retrouve juste après en direct. À tout de suite. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à Saint-Denis pour le 3e sommet du chef de l'État avec les dirigeants de partis. Au menu, la situation à Gaza et en Ukraine, l'élargissement du référendum au sujet de société ou encore la décentralisation. Le président s'est d'ailleurs agacé de certaines défections et en particulier celle d'Éric Ciotti. Hôtel vandalisé, vase sacré volé, une statue cassée, la basilique du Sacré-Cœur de Rouen a été cambriolée. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 novembre. Une enquête confiée à la police judiciaire de Rouen a été ouverte. Et puis un fonds d'urgence de 50 millions d'euros pour les sinistrés en Bretagne et dans la Manche, annonce du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu ce matin sur France Inter, qui précise qu'une partie de cette somme servira au reboisement. 11h37, merci d'être en direct avec nous. Le débat continue toujours pendant les pubs et pendant le CNews Info. Juste un mot, Philippe Ballard, parce que ça m'intéresse. On parlait des réseaux sociaux propagateurs de haine. Vous avez interrogé le patron de TikTok français, c'est ça? Oui, j'ai fait une mission flash, comme l'on dit. On a également au Sénat, avec une collègue Renaissance d'ailleurs. Et on a 3 mois, c'est pour ça que ça s'appelle mission flash, sur l'éducation critique aux médias. Donc pour essayer de mettre les plus jeunes à l'abri des fake news, pour faire extrêmement simple. On a fait un rapport et on a proposé des conclusions. Et on a auditionné au cours de cette mission flash les réseaux sociaux et notamment, moi je m'en souviens très très bien, le patron de TikTok France. Je vais être assez mal poli, mais pendant toute la durée, ça a duré 1h30, 2 heures, il s'est foutu de notre gueule. Enfin voilà, tout allait très bien, tout était sous contrôle, il n'y avait pas de débordement sur TikTok et nos moyens de contrôle, c'est 0. Voilà, c'est ça la réalité. Et je pense que TikTok, ils ont quand même un petit peu la palme. Voilà. Et ils peuvent propager. Moi, je l'ai regardé hier, je l'ai mis 2 fois. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. La vidéo, cette vidéo-là, qu'on est en train de voir. Je l'ai regardé 2 fois. C'est une succession. Et effectivement, c'est de l'apologie du terrorisme. C'est du négationnisme. Et ça tombe sous le coup de la loi. Et moi, je voudrais dire à cette jeune femme qu'on voit flouter, mais sur la TikTok, on la voit pas flouter. À plusieurs reprises, elle dit, je suis française, je suis française. Et ben, moi, j'ai envie de lui dire, elle est sans doute française, si elle le dit, elle a sûrement une carte d'identité française, mais elle n'est pas française de cœur. Parce que quand on est français de cœur, on ne parle pas comme ça. Pardonnez-moi, comment se fait-il que dans la réglementation française, le responsable du média ne soit pas responsable de son contenu? C'est ce qui se passe dans une chaîne de télévision, c'est ce qui se passe dans la presse écrite où nous avons travaillé. L'ARCOM surveille CNews, toutes les chaînes, mais pas les réseaux sociaux. Mais comment se fait-il que dans la réglementation française, comment se fait-il que le pouvoir politique ne demande pas l'autorité de régulation là-dessus? Mais en fait, dans tous les médias, vous êtes responsable. On aimerait bien. Mais non, mais arrêtez, Philippe. Mais non, mais attendez, moi je ne réclame que ça. Mais je ne réclame que ça. Que ces médias-là, parce que c'est un média quand même à l'arrivée, soient davantage contrôlés et qu'on ait une prise sur eux. Et quand leurs responsables, devant 2 parlementaires, encore une fois, se fichent de nous pendant 2 heures, ils savent très bien qu'on n'a aucun moyen de contrôle. Et c'est, alors là, vous voyez, souvent on est accusé d'être anti-européen. C'est au niveau français, au niveau européen que ça doit se régler.
bien évidemment. Mais sur les médias, on est responsable de ce qui est dit à l'antenne. Moi, je suis responsable de ce qui est dit dans mon émission. La chaîne est responsable de ce qu'elle diffuse. On est tous responsables. Il y a un directeur de la publication. Bien sûr. Voilà, vous auriez tenu ces propos-là sur CNews, évidemment, vous étiez tout de suite emprisonné, bien sûr, on va laisser les réseaux sociaux un instant parce que je voudrais qu'on revienne sur ce que j'appelais cette espèce de laxisme qu'il y a en France, cette espèce de laisser-aller. Et il y a quand même quelque chose qui est très étonnant, c'est ce qui s'est passé dimanche avec cette marche contre l'antisémitisme. Et le président de la République n'est pas venu. Alors moi, il va falloir qu'on nous explique, parce qu'on apprend qu'on lui a conseillé peut-être de ne pas venir. Écoutez Patrick Bruel, hier, c'est quand même pas un extrémiste, Patrick Bruel, hein, c'est quelqu'un qui est raisonné, qui est raisonnable, et vous allez entendre même dans son expression où il est très respectueux, et il dit « Je ne comprends pas pourquoi le président de la République n'est pas venu à cette marche contre l'antisémitisme ». Emmanuel Macron, lui, n'était pas là dimanche. Ça vous a manqué? Bien sûr. Il aurait dû venir. Ça me semble une évidence. Ça fait une semaine que je me pose la question. Je me dis pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a une raison? J'essaie de trouver toutes les raisons possibles. Et je n'en trouve aucune de recevable. Avec tout le respect que je porte à notre président, et j'ai aucun doute sur son engagement. Mais là, ça m'a manqué. Ça a manqué à beaucoup de gens. Et voilà. Karim Maloum, quel est votre regard de journaliste algérien sur ce qui se passe en France et sur le président de la République qui ne vienne pas une marche contre l'antisémitisme? Effectivement, ça nous a beaucoup dérangé. On apprend que le président de la République a consulté ses conseillers. Ils ont rencontré des personnes. Ces personnes... En fait, c'est des antisémites, des gens proches des frères musulmans. Alors, des antisémites, mélangeons pas tout. Ce qu'on entend, les gens qui ne sont pas fréquentables... Non, mais attendez. Les gens qui ne sont pas fréquentables et que le président de la République a décidé de ne pas participer. S'il avait consulté, s'il avait demandé l'avis des républicains, des laïcs, des démocrates de confession musulmane, on aurait aimé qu'il soit présent. Son absence nous a beaucoup fragilisés. Et pourquoi nous a fragilisés? Parce que ça permet à tous les antisémites, à tous les islamistes et leurs alliés de dire, vous voyez, ce n'est pas une manifestation pour la démocratie et pour l'humanité, c'est une manifestation contre les musulmans. Le fait qu'il n'est pas venu nous a fragilisés. Ça a permis aux gens qui avaient peur de venir à cette manifestation, parce qu'il y a de la peur dans des quartiers populaires. Ils n'ont pas pu venir parce que le président aussi, il leur a dit de ne pas venir. Et il n'a pas dit de ne pas venir. Il n'a pas dit. Le président n'est pas venu. J'enlève le mot. Madame, ne jouez pas sur les mots. Il n'est pas venu, donc les gens, ils ont décidé de ne pas y aller aussi. Je pense que cette décision nous a beaucoup fragilisés. La preuve, nous sommes victimes tous les jours, quotidiennement, de la violence, de la haine et des menaces, parce que nous sommes des républicains, des laïcs, de confession musulmane. Et on apprend quelques jours après, le président de la République qui fait un parallèle entre la lutte contre l'antisémitisme et avec des liens avec des actes racistes. Depuis quand la lutte contre l'antisémitisme a provoqué des actes racistes? La lutte contre l'antisémitisme, Monsieur le Président, c'est la lutte pour la démocratie, c'est la lutte pour la liberté. Il n'y a aucun lien entre ce combat qui est noble contre l'antisémitisme avec le racisme. Alors, une phrase. Le président de la République ne devrait pas dire ça. Une phrase. Oui, mais enfin, avec une phrase, on ne règle pas ce qu'a dit monsieur. Je m'excuse, alors si vous voulez, je ne parle pas. Écoutez, j'étais à cette manifestation qui était d'une grande dignité. Il y avait très peu de drapeaux. Il y avait pas mal d'ailleurs de reporters de C8 que j'ai vus. Écoutez, on ne peut pas... Moi, j'aurais voulu, comme Bruel, que le président vienne à cette manifestation. Mais ne cherchons pas tout ce qui n'existe pas. Tout le monde, vous voyez des antisémites partout. Mais regardez les années 30, 40... Tous ces ministres qui ont été des traîtres, tous ces présidents qui ont été des traîtres, qui ont déporté ensuite les Juifs. Non, aujourd'hui, nous sommes soutenus par le gouvernement. Les Juifs sont soutenus. Il y a une peur, Esther Benbassa. Il y a la peur partout. Il y a la peur dans les lycées, il y a la peur dans les facs. Et Emmanuel Macron, s'il ne vient pas, c'est parce qu'il n'a pas voulu froisser une partie de la France. Disons les choses. C'est ça la réalité. Non, mais c'est pas vous, mais c'est disons les choses. Voilà, mais ne voyons pas des antisémites partout. Je vous en prie. Regardez. Mais le gouvernement soutient, et les gouvernements européens soutiennent les Juifs. Et c'est nouveau. Mais il y a la peur. Dans l'histoire de France. Aujourd'hui, on mélange tout. Regardez, je voudrais juste qu'on prenne. On va élargir un peu. On va sortir juste du conflit en Israël. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ce qui se passe à Nantes. Et vous allez voir. En fait, moi, je trouve qu'il y a un vrai lien. C'est-à-dire qu'à Nantes, on a enlevé
toutes les décos de Noël qui pouvaient avoir un lien plus ou moins avec la religion catholique. Et il nous explique quoi, la ville de Nantes? L'esprit de Noël est multiculturel, on doit laisser sa place à toutes les confessions. On est en train de céder sur tous les terrains, on cède partout. Regardez ce reportage. À Nantes, des visages inconnus remplacent celui du Père Noël. Des sculptures lumineuses à la place des décorations de Noël classiques. Un choix de la ville qui crée l'incompréhension de certains habitants. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me promener avec mes enfants, voir les décorations de Noël, toutes ces animations qu'on a connues quand on était enfant. J'aimais bien quand dans chacune des rues, on pouvait contempler, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces lumières qu'on a au-dessus des rues, qui sont différentes en fonction de la largeur des rues, les arbres parfois qui étaient éclairés également. Face aux critiques, la ville de Nantes a réagi hier dans un tweet. Parce qu'au XXIe siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique, mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions, parce que ces moments féeriques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité. Dans ce programme d'illumination baptisé Le Voyage en hiver, l'une des artistes propose d'incarner Noël avec la sculpture d'une petite maman Noël. L'artiste suggère de retourner la situation en proposant une petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de Noël. Des illuminations classiques de Noël pourront être mises en place via une association de commerçants subventionnée par la ville. Philippe Allard, enfin, on est en train de reculer partout. La France recule. On est en train de perdre nos valeurs en réalité. On croit qu'on avance en disant oui, mais on est tolérant, on accepte tout. Mais on est en train de reculer. On renie tout, nos symboles, notre identité, notre histoire. Voilà, Noël évidemment en fait partie. Mais on va bientôt finir l'émission. J'ai envie de dire, on va la finir comme on l'a commencé en parlant du wokisme. On pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe dans les universités françaises avec ces manifestations. C'est exactement la même chose. On renie tout ce qui fait notre histoire, notre symbole, et c'est à dessein. Nous, on recule. Et par contre, ceux qui font ça, comme à Nantes, ils l'ont pas écrit en écriture inclusive. Mais je pense qu'ils ont oublié de le faire. Mais voilà, on en est là. Je voulais juste donner la parole pour terminer à un maire. C'est le maire de Charvieux-Chavagneux. C'est dans l'Isère. Il s'appelle Gérard Dezan. Bonjour, monsieur le maire. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On vous avait eu en direct il y a quelques temps dans cette émission parce que vous vous opposiez au mariage d'un Algérien qui était en France en nous expliquant en fait que vous aviez de gros doutes sur la sincérité de cet homme, la sincérité de ce mariage, et donc vous aviez refusé de le marier. Vous aviez saisi le préfet qui vous avait suivi, hein, si je ne m'abuse. Alors, j'ai saisi le préfet et le procureur de la République. J'avais raison, le procureur de la République vient de s'opposer au mariage. Le procureur s'est opposé à trouver un subterfuge, parce que vous savez que le mariage est un droit de par la Convention européenne des droits de l'homme. Il a trouvé un subterfuge en précisant que cette personne n'avait pas daigné répondre à ses convocations. Ouais. Le préfet, alors ce qui est amusant, c'est que le préfet m'a écrit parallèlement et m'a dit que cette personne, qui était en situation irrégulière depuis plus de 4 ans, était elle-même sous une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. Pour quelqu'un qui n'a rien à faire sur le territoire, c'est pour le moins étonnant. Mais attendez, monsieur le maire, je ne comprends pas très bien. Je croyais que cet homme avait une OQTF. Et il a une OQTF et en même temps, il a interdiction de quitter le territoire ? Il n'y a pas d'OQTF. D'accord. Justement, le préfet ne peut pas prendre d'OQTF parce que cette personne, elle était tout simplement en situation irrégulière depuis 4 ans sur notre territoire. A priori, elle a franchi les limites de la loi et était l'objet d'un contrôle judiciaire. Et comme elle est en contrôle judiciaire, ça peut être aussi un moyen de ne pas être expulsée. Donc, c'est-à-dire que cette personne est en situation irrégulière, elle a enfreint la loi, mais on ne peut pas l'expulser parce qu'elle est sous contrôle judiciaire, c'est ça? Voilà, c'est exactement cela. Alors évidemment, le procureur de la République dit « Moi, il n'a pas répondu à mes convocations. Je ne comprends pas comment se passe un contrôle judiciaire quand la personne objet de ce contrôle judiciaire ne se présente pas aux convocations de la justice. » Donc c'est quelqu'un qui est sans papier, qui est sous contrôle judiciaire, qui ne répond pas aux convocations, qui travaille au noir, et le préfet, évidemment, ne peut pas prononcer d'OQTF. Quand on ajoute que la personne, la jeune femme qui allait se marier, a eu la notification par un huissier de justice du procureur de la République, elle a déclaré
à l'huissier de justice qu'il fallait remercier le maire parce qu'elle allait faire une grosse bêtise. Donc, le maire que je suis est satisfait puisque j'ai fait mon travail. Mais sur le fond, ce ne sont pas des trous qu'il y a dans la raquette. Je crois que c'est une raquette qui n'a plus de tamis et tout le monde vient sur notre territoire et finalement, plus personne ne contrôle vraiment les choses. On a quelqu'un qui est en situation régulière, on l'oblige à rester. Franchement, on manque de netteté. Monsieur le maire, vous êtes dans quel état d'esprit là? Vous vous dites, on s'en sortira jamais? Je me dis qu'il faudrait vraiment faire quelque chose et je trouve que certains débats manquent vraiment d'objectivité, que l'on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Et très honnêtement, on n'est pas dans des cas de double peine, on est dans un cas de quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire parce qu'il a quoi? Peut-être une histoire de drogue. Comme je l'ai compris lorsque j'ai entendu cette personne, eh bien, il faisait des choses pas très légales, évidemment. Il n'a pas voulu me dire ce dont il s'agissait. Il m'a dit d'ailleurs dans l'entretien que j'ai eu avec lui, il m'a dit qu'il avait parfois été violenté, que certains l'avaient tabassé. Je lui ai demandé quelles étaient ses occupations au noir. Évidemment, il n'a pas voulu me le dire. Ouais. Ça veut dire qu'on a un tas de trafics complètement illégaux qui sont presque acceptés dans notre société. Et quand quelqu'un est en situation irrégulière, il trouve un système pour se maintenir sur le territoire, finalement, en faisant éventuellement, volontairement, et on peut faire confiance à un certain nombre d'organismes et d'avocats d'extrême gauche pour les conseiller, pour se mettre finalement en situation irrégulière par rapport à la justice, pour avoir un système de contrôle judiciaire et pour ne pas se faire expulser. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir été avec nous et merci d'avoir dit les choses, parce que vous les avez dites. Merci à tous les cas d'avoir été avec nous. Désolé pour les problèmes techniques de micro. Dans un instant, c'est Thierry Cabane. On se retrouve lundi en direct à partir de 10h35 à lundi. Et d'ici là, soyez prudents. Au revoir.